Donc cette session sur les inhibiteurs de SGLT2 et graisse épicardique. Et donc on commence tout de suite par la première présentation, donc par Bruno Fèvre, que vous connaissez bien, qui est PUPH à Saint-Antoine et qui fait partie de l'équipe sur les lipodystrophies. Donc Bruno, à toi. Merci Eric, merci à tous d'être là. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis très heureux, j'aime beaucoup cette manifestation. Il faudrait que j'y vienne plus souvent, c'est vraiment un plaisir de lieu, d'échange, j'espère partagé. Donc je vous remercie de m'avoir invité également sur cette thématique sur laquelle, il y a quelques semaines, je ne connaissais rigoureusement rien. Donc voilà, c'est déjà une demande d'indulgence. Et finalement, j'ai été un petit peu surpris, je trouve que vous allez voir pour moi, en termes de mécanistique, de montrer que le tissu adipeux épicardique sera impliqué dans des effets cardiovasculaires bénéfiques des inhibiteurs de SGLT2. Je trouve que finalement ça repose sur assez peu de choses, mais on va le discuter. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le tissu adipeux épicardique, je vais vous parler de ses singularités anatomiques, avant de parler de sa physiologie, de sa physiopathologie, bien sûr dans le cadre des pathologies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, coronaropathie. Je vous parlerai ensuite, bien sûr, du vif du sujet, qu'est-ce qui est décrit en matière d'effet des inhibiteurs de SGLT2 sur le tissu adipeux épicardique, mais surtout quelques petits points à la fin pour discuter les mécanismes qui pourraient être impliqués dans les effets cardiovasculaires bénéfiques des inhibiteurs de SGLT2 et se poser la question, est-ce qu'il y aurait une implication potentielle de ce tissu adipeux épicardique. Donc un petit point tout d'abord de rappel anatomique, pour bien vous situer de quoi on va parler quand on parle de tissu adipeux épicardique. Bien sûr, ça va de soi, là, on peut dire qu'on a affaire à un dépôt adipeux ectopique, quoique physiologiquement, on a tous un tissu adipeux épicardique, bien sûr plus ou moins développé, mais c'est le cas finalement de tous les dépôts ectopiques, ou pratiquement, ça correspond simplement à des dépôts qui s'accentuent dans un certain nombre de situations pathologiques. Simplement ici, j'insiste sur le fait que ce tissu adipicardique que vous voyez ici à l'extérieur est étroitement intriqué avec le réseau coronarien, qu'on va trouver aussi bien au niveau auriculaire qu'au niveau ventriculaire, eh bien, il ne se situe pas n'importe où. Vous avez ici le feuillet pariétal du péricarde, ici le feuillet viscéral du péricarde. Ça, ce n'est pas le tissu épicardique, c'est le tissu péricardique, le tissu adipeux péricardique. Le tissu adipeux épicardique, qui est représenté ici schématiquement, lui, se trouve en dedans du feuillet viscéral du péricarde et directement en contact du myocarde, et c'est bien sûr ça qui va constituer sa singularité, sa proximité immédiate avec le myocarde. Cette proximité vous est représentée à nouveau ici, avec un petit zoom, par exemple ici au niveau auriculaire, où vous avez ce tissu adipeux épicardique auriculaire. Vous verrez que son rôle dans la physiopathologie de la fibrillation auriculaire est discuté. Et puis, si on se situe ici plutôt au niveau ventriculaire, bien, vous voyez que ce tissu adipeux épicardique, qui est au contact direct du myocarde, et au sein de cette graisse épicardique, bien, vous aurez les vaisseaux coronariens qui passeront directement. Donc, il y a vraiment une proximité. Et ce qui est d'autant plus marquant dans cette proximité, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près en microscopie, eh bien, quand vous avez ce tissu adipeux épicardique, vous voyez qu'il est directement au contact du myocarde et qu'il n'y a pas de fascia. Il est directement en contact également avec les vaisseaux coronaires. Et avec cette absence de fascia, il est assez facile d'imaginer qu'il y a une microcirculation partagée entre le tissu adipeux épicardique et puis le myocarde à proximité, ou les coronaires à proximité, et donc un dialogue, des interactions facilitées avec les facteurs diffusibles, tout le sécrétome finalement de ce tissu adipeux épicardique, et quelles qu'en soient les cellules, qu'on ait affaire à des adipeucytes, des préadipeucytes, des cellules immunitaires, des cellules endothéliales, des fibroblastes, des interactions matricielles, bref, une possibilité d'interaction extrêmement étroite, d'autant qu'il n'y a pas donc ces interfaces anatomiques. Simplement pour vous parler des principales techniques qui servent à mesurer, à quantifier le tissu adipeux épicardique. Ici, bien sûr, c'est une représentation en scan où on vous a mis en coloré les surfaces de ce tissu adipeux épicardique sur une section. En fait, classiquement, ça peut se faire soit en échographie avec des repères anatomiques particuliers pour bien se positionner, mais là, on n'a affaire qu'à une épaisseur du tissu épicardique, alors que les deux autres méthodes plus de référence, tomodensitométrie ou IRM, vont permettre de vous mesurer un volume de tissu adipeux épicardique. On va rentrer maintenant un petit peu dans les aspects physiologiques et surtout pathologiques de ce tissu adipeux épicardique. Il faut dire que tout d'abord, physiologiquement, il est plutôt considéré que c'est un tissu adipeux qui aurait des vertus protectrices vis-à-vis du cœur qui est à côté, vis-à-vis du myocarde.
Tout d'abord parce qu'il va constituer une réserve d'acide gras qui est à proximité immédiate du myocarde et mettre à disposition des cellules myocardiques, des cardiomyocytes, ces acides gras sous forme de substrat énergétique pour fabriquer leur ATP de manière absolument massive. Mais aussi un rôle protecteur, ce qu'il exprime très fortement. Cette protéine qui, vous le savez, sert à tamponner, qui est une protéine de transport des acides gras à l'intérieur de la cellule, et qui va servir à tamponner les acides gras et à limiter de ce fait-là les effets potentiellement toxiques, lipotoxiques, sur les cardiomyocytes. Et puis lorsqu'on regarde à l'état physiologique, je le dis bien, le transcriptome d'un tissu adipeux épicardique normal, eh bien, sur le versant sécrétoire, on a plutôt un transcriptome qui est en faveur, en termes de balance, de l'expression, de la bonne expression d'adipokines cardioprotectrices et anti-inflammatoires telles que l'adiponectine ou l'adrénoméduline. Donc physiologiquement, plutôt quelque chose qui est considéré comme bénéfique. Une autre chose qu'on peut dire en matière de physiologie, c'est que c'est un tissu qui est évolutif au cours de la vie, à savoir qu'en période néonatale ou dans les premières années de vie, c'est un tissu adipeux qui va enfermer des adipocytes blancs, mais qui va aussi, vous le voyez, renfermer beaucoup d'adipocytes bruns avec des capacités thermogéniques. Il est considéré, là, je vous le disais, physiologiquement comme cardioprotecteur. Chez un adulte jeune, chez un adolescent adulte jeune, il y a un certain appauvrissement, mais modéré en adipocytes bruns. Et puis, avec le vieillissement, physiologiquement, vous avez une disparition de ces adipocytes bruns. Vous perdez de ce fait-là la fonction thermogénique de ces tissus adipeux épicardiques, et puis au contraire, vous avez plutôt un profil sécrétoire, notamment de facteurs profibrotiques et une évolution vers l'apoptose. Donc ça, c'est ce qui se passe physiologiquement, cette transition d'un phénotype brun-beige vers un phénotype blanc, depuis l'enfance à l'âge adulte et avec l'âge, mais de manière pathologique, et ça concerne bien sûr un certain nombre de pathologies métaboliques comme syndrome métabolique, obésité et diabète de type 2, eh bien on va avoir une accentuation de ce phénotype avec un phénotype pro-inflammatoire, une infiltration macrophagique plus importante. Là, à nouveau aussi un phénotype profibrotique, mais aussi un phénotype pro-inflammatoire avec une exacerbation de l'apoptose adipocytaire. Et ça, a priori, ça constitue des conditions favorables à une action à la fois pro-hétérogène et pro-arythmogène. Et on en parlera dans des conditions, donc cette fois-ci pathologiques, qu'il s'agisse de la maladie coronarienne, de la fibrillation auriculaire ou de l'insuffisance cardiaque. Alors tout d'abord, un petit mot sur la maladie coronarienne. Je vous conseille cette excellente revue tout à fait récente d'un des spécialistes du tissu adipeux épicardique, Jacobellis, qui a un petit peu recensé justement ces éléments de physiopathologie montrant cette interaction délétère entre tissu adipeux épicardique et puis le fonctionnement auriculaire, l'insuffisance cardiaque et ici la maladie coronarienne. Et en fait, il y a plusieurs facteurs à considérer. Tout d'abord le fait que dans ces situations d'obésité, diabète de type 2, il y a une exacerbation dans ce tissu épicardique des phénomènes inflammatoires de la voie NF-kappa B et TLR, par exemple, pour majorer l'inflammation à proximité et participer à la lésion coronarienne. Il y a également des perturbations du métabolisme lipidique qui vont mettre à disposition de l'endothélium, enfin de la paroi artérielle, participer à l'accumulation du corps lipidique au niveau de la plaque en cours de constitution, donc des dérégulations du point de vue lipidique, et puis également un rôle de la dysglycémie, un phénomène de glucotoxicité, notamment à travers la glycation non enzymatique des protéines, la formation de ces produits avancés de la glycation, qui en activant leurs récepteurs RAGE, vont également participer à un stress oxydatif, vont également participer à la dysfonction endothéliale. Alors, est-ce qu'il y a des évidences cliniques pour montrer cette relation entre tissu adipeux épicardique et coronoropathie? La réponse, c'est oui. Tout d'abord, si vous voulez, sur cette analyse, sur cette première étude qui avait montré que, indépendamment des facteurs de risque classiques de coronoropathie, comme le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, eh bien, l'épaisseur, ou une certaine épaisseur de tissu adipeux épicardique, était en soi un facteur de risque de coronoropathie. Et puis surtout le fait qu'il y ait une association entre le tissu adipeux épicardique, entre le volume plus exactement du tissu épicardique et les caractéristiques de la plaque athéromateuse. Et en fait, vous allez avoir un volume de tissu adipeux épicardique plus important chez les gens qui ont une plaque instable ou une plaque en fort remodelage. Donc ça semble, cette relation, cette association, se fait entre un tissu épicardique volumineux et puis une plaque qui est en plein remodelage, une plaque instable, une plaque à risque. Et en termes d'événements, c'est également quelque chose qu'on retrouve. J'aime bien cette courbe actuarielle qui vous montre ici l'évolution et la survenue d'événements coronariens. Et donc ici, c'est représenté, c'est
l'absence d'événements coronariens et l'évolution sans événements coronariens. Et lorsque vous avez les deux derniers quartiles, ceux pour lesquels vous avez la plus forte épaisseur de tissu adipeux épicardique, vous voyez que vous avez plus d'événements coronariens, bien plus que si vous êtes dans le premier quartile de ceux qui ont un tissu adipeux épicardique moins volumineux. Et lorsqu'on fait une régression de Cox, eh bien, on était capable de montrer dans la survenue de ces événements eh bien, qu'indépendamment de tous les facteurs de risque d'une coronoropathie, âge, tous les facteurs traditionnels de risque cardiovasculaire, et même indépendamment du score classique coronaire, le volume du tissu adipeux épicardique est un facteur prédictif de la survenue d'un événement coronarien. Une autre façon de le représenter, c'était ici à droite, où vous avez en bleu les individus qui vont faire un événement coronarien par rapport à courbe rouge, les individus qui n'en font pas, et vous apercevez que le volume moyen, ici, puisque c'est en abscisse, c'est le volume moyen du tissu épicardique, est plus important lorsque vous avez un événement coronarien. Deuxième pathologie, la fibrillation auriculaire. Et là encore, on va retrouver un certain nombre de mécanismes communs, mais on se situe dans le tissu adipeux épicardique au niveau de l'auricule. Et là encore, on va retrouver des phénomènes inflammatoires avec des cytokines dérégulées telles que l'IL6 et le TNF-alpha qui vont participer à l'inflammation. Et il a notamment été évoqué que ces cytokines pro-inflammatoires pourraient perturber la transmission électrique. Également des remaniements matriciels, on va avoir notamment la voie du TGF-bêta, des dérégulations métalloprotéases et des TIM qui vont participer à des processus fibrotiques, des perturbations également lipidiques qui perturberont les communications électriques et la synchronisation des cardiomyocytes, et également avec ces plexus neuronaux qui participent bien sûr au contrôle de l'autonomie cardiaque. Eh bien, à travers tous ces processus-là, eh bien, on pense que ce tissu adipeux épicardique auriculaire pourrait participer à la genèse, mais vous allez voir pas que la genèse de la fibrillation auriculaire, sachant que ça a été bien démontré qu'il y avait une relation entre le volume du tissu adipeux épicardique et la fibrillation auriculaire de façon indépendante d'une obésité. Et en fait, du point de vue clinique, est-ce que ça a un sens? La réponse est a priori oui, puisque ça a été montré, je viens de vous le dire, que ce tissu épicardique, son volume, il est associé avec la survenue d'événements de fibrillation auriculaire paroxystique ou récidivante, et ça, indépendamment de l'obésité, de l'âge, du sexe, d'une diabète, d'une maladie coronarienne, d'une dyslipidémie ou d'une hypertension, mais que c'est également ce volume du tissu coronarien associé avec la récidive d'une fibrillation auriculaire ou avec la persistance d'une fibrillation auriculaire. À titre d'exemple, il y a de nombreux papiers, et là c'est encore même pas exhaustif, qui vous montrent ce qui se passe dans une fibrillation auriculaire paroxystique ici par rapport à une non paroxystique. Eh bien, vous apercevez que les individus, les courbes gris clair, les barres gris clair par rapport aux barres noires, les individus qui vont récidiver leur fibrillation auriculaire ont un volume de tissu adipeux épicardique qui est significativement plus important. Excusez-moi. Et puis, dernière pathologie pour laquelle il y a une implication physiologique possible du tissu adipeux épicardique, c'est l'insuffisance cardiaque. Et là encore, on va retrouver un certain nombre de processus communs et quelques-uns différents. On va retrouver donc entre ici, vous voyez le myocarde ici, ce tissu adipeux épicardique, cette fois-ci ventriculaire, des processus inflammatoires, notamment l'élévation de P53, des remaniements à nouveau matriciels et une fibrose accrue à proximité du tissu épicardique au niveau myocardique. Là encore, un rôle vraisemblable de l'hypotoxicité d'un certain nombre d'acides gras qui sont libérés à proximité des cardiomyocytes. Et aussi un phénomène singulier, ça a été caractérisé dans le tissu adipeux épicardique des patients avec insuffisance cardiaque, c'est que vous avez une augmentation, une induction d'un certain nombre d'enzymes de la biosynthèse des catécholamines, notamment la tyrosine hydroxylase, et que vous avez des catécholamines formées par le tissu adipeux épicardique lui-même et qui participeraient aux perturbations et à la dysfonction myocardique. Là encore, est-ce qu'il y a des évidences pour montrer que ça a un sens clinique? Là encore, bien sûr, la réponse est positive. Je ne vais peut-être pas m'attarder ici, mais simplement pour vous montrer ici que dans les insuffisances cardiaques à fonction préservée, c'est beaucoup plus discuté pour les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite, où là, il y a soit décrit des augmentations, soit des réductions de volume. Ce n'est pas le cas dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. On a clairement une augmentation de volume du tissu adipeux épicardique. Et pour vous montrer, c'est ça que je voulais sortir, par rapport à des individus contrôlés ici, vous avez clairement chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée une augmentation du volume du tissu adipeux épicardique total. Et vous voyez que ça se fait surtout aux dépens du tissu adipeux épicardique ventriculaire et que l'augmentation est beaucoup moins marquée au niveau auriculaire.
On rentre dans le vif du sujet, après cette introduction, mais moi qui m'a servi en tout cas pour comprendre un petit peu physiologiquement et en pathologie si ça avait du sens, ce tissu adipeux épicardique. Est-ce que les inhibiteurs de SGLT2 ont un effet sur ce tissu adipeux épicardique? Et est-ce que ça pourrait être, cette modification de tissu adipeux épicardique, c'est la dernière question, un facteur qui intervient dans les effets protecteurs cardiovasculaires des inhibiteurs de SGLT2? Ça, c'est simplement une étude qui m'a bien servi, parce qu'il y a déjà une méta-analyse, il y a eu pas mal de travaux. Il y a eu, vous voyez, en 2021, il y avait déjà plus de 100 travaux publiés, mais il y a énormément de petits trucs pas bien faits, voire du case report. Ils sont aboutis dans cette méta-analyse à sélectionner 8 études et finalement 3 randomisées, et c'est celle-ci essentiellement dont je vous ai parlé. Donc voici, je dirais, 8 études propres, mais il n'y a finalement que 3 qui correspondent à des essais randomisés. Les autres, ce sont des études simple bras ou monobras, où les patients étaient leur propre contrôle, avec simplement une évaluation du tissu adipérique au temps zéro, et ensuite, après 12 ou 24 semaines de traitement par l'inhibiteur de SGLT2. Vous pouvez voir aussi que les méthodes d'évaluation ont fait appel du tissu adipérique, soit de l'écho, soit du scan, soit de l'IRM. Et puis qu'en termes de molécules, on avait 5 glyphosines différentes, même si c'était surtout la DAPA et l'empagliflozine qui étaient employées. Et vous allez voir que les résultats sont très cohérents à une étude près. Donc voilà les 3 études randomisées qui ont été évaluées dans cette méta-analyse comme étant relevant de meilleure qualité. Et voici la synthèse un petit peu des résultats, mais pour vous montrer que ces 3 études, à l'exception d'une où il y avait une tendance à la réduction mais non significative, il y a une diminution significative du volume de ce tissu épicardique. Quand bien même vous avez, même s'il y a une tendance, pas encore une diminution de la même importance de l'indice de masse corporelle. Bien sûr, ici, la diminution de l'HbA1c dans cette étude de l'ordre de 1%. Et puis, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a un certain nombre de choses, de points qui sont intéressants. D'abord, dans cette étude, la première étude qui est parue là-dessus, donc il y a 4 ans, avec 6 mois de traitement avec ou sans dapagliflozine chez ces diabétiques de type 2, vous voyez qu'il y avait une diminution, alors que dans le bras contrôle, on tendait à gagner en 6 mois un petit peu de volume de tissu adipeux épicardique. C'était moins 16 en centimètres cubes, ce qui correspondait grosso modo à une diminution de 20-25% du volume du tissu adipeux épicardique. Ce qui était intéressant, c'est que c'était associé, en circulant bien sûr en plasmatique, simplement, donc je ne suis pas sûr que ça vienne du tissu épicardique, bien sûr, mais c'était corrélé avec une diminution associée avec une diminution du TNF-alpha et du PIY. Et ici, vous voyez cette corrélation positive entre la variation de volume du tissu adipeux épicardique, qui est ici en horizontal, et la variation de TNF ou la variation du PI1. Et ici, ce qui vous indique très bien que plus vous perdez de tissu adipeux épicardique, plus votre TNF-alpha circulant va baisser. Donc une relation avec les phénomènes inflammatoires. Ça, c'était intéressant parce que ça vous parle un petit peu éventuellement d'un rôle du tissu adipeux épicardique dans la fibrillation auriculaire. Pourquoi? Parce que toujours dans cette étude de Sato, toujours sur 6 mois, plus ou moins d'apagliflozine à 10 mg pendant 6 mois, non seulement vous allez avoir une diminution du volume du tissu adipeux épicardique dans les mêmes amplitudes, c'est de l'ordre de 20-25% par rapport aux individus du bras contrôle, eh bien vous avez ce qu'on appelle, alors je ne suis pas cardiologue, donc je parle avec prudence, mais tel que je l'ai compris dans la lecture, une diminution de ce qu'on appelle la dispersion de l'onde P ou de la durée de l'onde P. Et ça, ce sont des marqueurs prédictifs d'un événement de fibrillation auriculaire. Donc a priori, si vous améliorez ces paramètres-là, si vous les réduisez, vous diminuez le risque de fibrillation auriculaire, qui je crois vous est représenté à nouveau ici. En horizontal, vous avez le volume du tissu adipeux épicardique. En vertical, soit la dispersion de l'onde P, soit la variation de l'onde P. Mais vous voyez, plus vous perdez de tissu adipeux épicardique, plus vous réduisez la dispersion ou la variation de duration de durée de l'onde P. Donc a priori, vous êtes plutôt dans une tendance protectrice vis-à-vis de la fibrillation auriculaire. Un autre travail, cette fois-ci par ce groupe qui a vraiment énormément travaillé là-dessus, Jacobellis, pour vous montrer cette fois-ci à nouveau avec de la dapagliflozine l'importance de la réduction. Et ce qui était intéressant, c'était de voir aussi la réduction en parallèle de l'adiposité des individus. Vous aviez ici des diabétiques de type 2 dans un bras metformine seul, alors qu'ici c'était metformine dapagliflozine 10 mg. Et vous voyez que sur une période soit de 12, soit de 24 semaines, vous perdez moins 15 puis moins 20% de tissu adipeux épicardique, alors que l'adiposité globale ne baisse que de 7 à 8%. Donc un effet plus marqué sur ce tissu adipeux épicardique. Et si on sélectionne simplement les gens qui avaient terminé l'étude, vous voyez que l'effet est peut-être encore un petit peu plus marqué. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'était l'absence totale de corrélation, vous le voyez ici, entre le volume du tissu adipeux épicardique et l'indice de masse corporelle.
Il y a simplement une étude discordante. Sur l'ensemble des études, c'est une étude française, très bien faite, par Bénédicte Gabory, Marie-Christine et Anne Dutour à Marseille, et qui a une étude qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur un modèle animal, vous voyez 12 semaines avec de l'empagliflozine, et chez l'homme, et simplement, je note le fait, parce que la plupart des études, c'est quand même plutôt 6 mois, c'est 3 mois seulement, et c'est 10 mg, c'est pas 25 mg, vous savez que nous, on peut utiliser également en clinique, donc 10 mg par jour d'empagliflozine. Et là, c'est une étude négative à la fois chez nos amis les souris et aussi sur l'homme. Alors tout d'abord chez la souris, des choses tout à fait jolies. Vous voyez, en régime hyperlipidique, par rapport aux animaux contrôle, les souris traitées par l'EMPA perdent moins de poids. Il y a tous les effets glucosuriants, sur la tolérance au glucose, etc. qui marchent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça marche bien au niveau du foie. Vous voyez les animaux en régime hyperlipidique avec cette forte accumulation lipidique qui est en bonne partie prévenue avec l'empagliflozine. Ce qui vous est quantifié ici sur la mesure du contenu en gras au niveau du foie, mais qu'en parallèle, alors il n'y a pas le tissu épicardique proprement dit, mais quand vous mesurez la graisse myocardique, il n'y a pas de variation de cette graisse myocardique. Et puis, le plus intéressant, ce qui se passe chez l'homme, donc je vous rappelle, c'est simplement 12 semaines de traitement et seulement 10 mg d'empagliflozine, alors qu'on a bien sûr des effets attendus sur la glycosurie, l'acétonémie, l'hématocrite. On trouve là aussi un effet bénéfique sur la stéatose hépatique. On trouve un effet bénéfique sur l'accumulation de tissu adipeux sous-cutané ou viscéral, mais vous voyez en parallèle absolument pas de variation du volume du tissu adipeux épicardique ou de la graisse intramyocardique. Et pour conclure, discuter en quelques mots, en quelques diapositives, la question, est-ce que finalement ces effets de réduction du volume du tissu adipeux épicardique qui est induit par les inhibiteurs de SGLT2, est-ce que ça pourrait participer aux bénéfices cardiovasculaires de cette classe de molécules? Simplement, vous montrer que ces molécules, ils ont fait leurs preuves. On l'a eu d'abord, effectivement, dans l'insuffisance cardiaque avec des gens avec des fractions d'éjection réduites, où vous le savez de manière plus récente, puisque là, je vous ai passé le tissu adipeux épicardique, il a augmenté clairement dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Vous savez que maintenant, on a 2 études quand même extrêmement solides qui nous marquent, oui, ça marche aussi. Vous connaissez, paru l'an dernier, Emperor Preserved, qui nous dit clairement qu'en termes d'événements cardiovasculaires, l'empagliflozine vous entraîne un bénéfice de l'ordre de 20%. Et puis, on le sait, il y a quelques semaines, on a l'étude Deliver avec la dapagliflozine, toujours avec des patients à fraction d'éjection, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où ça a été arrêté de manière prématurée parce qu'on sait que là aussi il y a un bénéfice, on attend plus de précision pour avoir l'amplitude de l'effet. C'est tout simple, finalement, les effets bénéfiques cardiovasculaires, les mécanismes des effets cardiovasculaires. Donc ça, vous voyez, c'est une figure que j'ai prise d'il y a 2 ans. Je me souviens, Bart, tu avais fait il y a quelques années un papier là-dessus aussi sur les mécanismes qui était à peu près de ce niveau-là, peut-être même un peu plus, peut-être plus de flèches, un peu moins, je ne sais pas comment tu avais dosé. Mais c'est tout simple, on en a pour 3h30. Voilà, donc vous mélangez des effets cardiaques directs, rénoprotecteurs, métaboliques, neuro-hormonaux, hémodynamiques, anti-inflammatoires, anti-oxydatifs, anti-apoptotiques, antifibrotiques. Tout va bien, c'est facile de discerner l'importance des différentes composantes. Facile, facile. Mais je vais vous embêter en rajoutant un seul facteur, et c'est ça la question de ce matin. Est-ce que le tissu adipeux épicardique pourrait intervenir, et les variations du tissu adipeux épicardique sous l'effet des inhibiteurs de SGLT2 pourraient intervenir dans les effets cardioprotecteurs de ces molécules-là? Et là, je vous avoue que moi je trouve que la littérature est un peu molle, honnêtement est un petit peu molle, j'ai pourtant essayé de gratter. Et ça commence mal, parce que je me souvenais de ce papier, très joli papier, l'équipe nantaise, c'est Michael Joubert quand il est venu faire sa mobilité à Nantes avec Bertrand et Xavier, Bart, tu t'es commis aussi là-dedans. Et je suis gêné, parce que là, c'est le bénéfice c'était la cana, je ne me souviens plus si c'était la cana ou l'empagliflozine, je crois que c'était là. Merci. Mais je suis gêné parce qu'on a un modèle, c'est fait dans un modèle de syndrome lipodystrophine, les sépines KO qui n'ont plus de gras. Elles n'ont plus de gras. Alors, j'ai été regarder dans le papier, a priori, vous n'avez pas été voir s'il restait du gras au niveau épicardique. En tout cas, c'est des souris sans gras. Et des souris sans gras, eh bien, vous voyez que les animaux KO, ils ont une détérioration de leur épaisseur du ventricule gauche en fin de diastole, ils ont une altération de la fraction d'éjection ventriculaire, par exemple. Et lorsqu'on leur ajoute, oui, c'est marqué dessus, la DAPA. Et quand on met de la dapagliflozine, vous voyez que vous avez un bénéfice sur ces paramètres-là chez un animal qui n'a pas de gras. Donc dire que le tissu adipeux épicardique peut participer à cet effet-là, ça devient un petit peu gênant. Et puis, ils avaient montré que c'était sans doute pas lié à un effet de l'hypotoxicité, mais de l'accumulation de produits
aux glucanacylation qui participaient et que, alors que les animaux KO accumulaient ces produits-là, eh bien, en présence de dapagliflozine, on avait beaucoup moins ces produits-là. Ils suggéraient que c'était peut-être les médiateurs de l'effet bénéfique de la dapagliflozine. Donc un petit peu ennuyeux, hein, quand même. En pensant à cette étude, je me suis dit, là, c'est quand même gênant. Il y a quand même des gens qui nous disent, oui, oui, ça pourrait marcher, mais je trouve que les résultats, quand même, à mon avis, sont encore un petit peu faibles. Ce travail-là, par une équipe de Saint-Jacques-de-Compostelle, un cardiovascular research, très dur à lire, hein, très très mal écrit. Je ne comprends pas comment les référés ont accepté ça. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Hein. Mais il n'est vraiment pas bien écrit. Il faut vraiment se concentrer. Il n'est pas lisse, ce papier-là. Mais il donne un certain nombre d'éléments quand même intéressants. Premier élément intéressant, c'est l'expression, soit ici du messager, soit de la protéine SGLT2. Eh bien, il y en a clairement plus dans du tissu adipeux épicardique. Ça, on est chez l'homme. Hein. C'est des gens qui ont eu, pour plein de pathologies différentes, on leur a prélevé un petit bout de tissu adipeux épicardique et puis on regarde le tissu adipeux sous-cutané thoracique. Et on a regardé ce que ça donnait. Eh bien, a priori, quand même, les individus, ils ont plus de SGLT2 dans leur tissu adipeux épicardique par rapport à ce qu'ils ont en sous-cutané. Et puis ici, c'est un immunomarquage. Ici, c'est la situation de contrôle d'un tube proximal qui, bien sûr, a plein de SGLT2. Vous aviez un marquage adipocytaire et puis des choses un petit peu plus, ouais, pas terribles. Ils disent des cellules non adipocytaires qui l'exprimaient, mais comme il n'y a pas de comarquage, pas de confocal, on ne sait pas très bien quels sont les autres types cellulaires qui expriment le SGLT2 dans un tissu adipeux épicardique. Enfin, quand même, une notion intéressante, c'est qu'il y a plus de SGLT2, a priori, dans un tissu adipeux épicardique. Et puis ici, ils vont tester le transport du glucose, l'export du glucose, pour montrer que finalement, il y a à peu près un tiers de patients qui ne répondent pas à la dapagliflozine. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de SGLT2? J'en sais rien. Et puis par contre, à peu près 2 tiers des individus, des explants de tissu adipeux testés, qui répondent à la dapagliflozine avec cet efflux de glucose. Ce n'est pas la peine que je détaille le bas. Bon, bref, des individus quand même qui répondent en matière de transport du glucose sur les explants. Et toujours sur les explants, cette fois-ci, ils ont fait des adipokinorrhées, des cytokinorrhées, et trouvé qu'effectivement, chez un certain nombre de patients, vous aviez, sous l'effet de la dapagliflozine, une réduction de cytokines pro-inflammatoires comme CXCL8, CCL2, CCL5. Et quand on s'intéresse plus particulièrement à CCL2, toujours à partir d'explants de tissu adipeux épicardique humain, on s'aperçoit que dans l'ensemble des explants testés, une vingtaine, vous voyez ici, bon, il y en a la plupart qui diminuent, mais pas tous, et cette baisse n'est pas significative. Mais si vous sélectionnez dans cette population ceux qui répondaient à la dapagliflozine en matière de transport du glucose, eh bien là, on a une baisse de CCL2 qui suggérait éventuellement que c'est peut-être la participation d'un effet anti-inflammatoire de ces molécules. Et puis également des manips faites à partir d'explants, mais cette fois-ci, on va regarder l'impact du milieu conditionné, de ces explants de tissu adipeux épicardique, tissu épicardique traité ou non par la dapagliflozine. On va mettre ce milieu conditionné sur des cellules endothéliales et avec un scratch mécanique pour voir ensuite leur capacité de prolifération et de migration. Et on s'aperçoit que si on prend le milieu conditionné, les flèches bleues que je vous ai mis ici à 6 heures ou à 24 heures, si c'est un milieu conditionné d'explants de tissu adipeux traité par la dapagliflozine, eh bien, on a une largeur de lésion qui est bien moindre. En d'autres sens, la migration se fait plus vite quand on a traité par la dapagliflozine, donc possibilité de cicatrisation endothéliale, entre guillemets, plus facile en présence de ces molécules. Il y a un autre effet qui a été décrit, et là c'est assez net in vitro, et ça corrobore à ce qui a été fait, je ne vous le montrerai pas dans le modèle animal. Ces animaux, cette fois-ci, traités par la canagliflozine. Il s'agit de bons vieux adipocytes 3T3L1 murins. Et vous voyez, lorsqu'on les expose à la canagliflozine avec des doses croissantes, on a un effet d'augmentation de l'ADN mitochondrial et en parallèle d'acteurs de la biogénèse mitochondriale, comme PGC1-alpha, TFAM, NRF1, que vous retrouvez ici à l'échelle protéique. On a clairement un effet inducteur sur la biogénèse mitochondriale. Et ça, c'est un effet qui semble relayé par PPAR-alpha. Tout d'abord, simplement parce que la canagliflozine elle-même, elle est capable d'augmenter la synthèse de PPAR-alpha. Et surtout, lorsque vous regardez l'effet, par exemple ici, sur l'ADN mitochondrial, vous avez ici la situation contrôle, vous avez la situation cana où vous induisez l'ADN mitochondrial, mais si vous êtes en présence d'un antagoniste sélectif du PPAR-alpha, vous perdez complètement cet effet. Et en parallèle, colonne bleue donc versus colonne verte, vous perdez complètement l'effet sur, par exemple, l'expression de PGC1-alpha, TFAM, NRF1. Donc ça semble, cet effet favorable sur la biogénèse mitochondriale, passer par PPAR-alpha, et par une induction plus précisément de PPAR-alpha. Pour vous dire que cette donnée semble solide, elle a été confirmée par un autre papier, où c'est des cultures primaires de préadipocytes murins, où vous induisez la voie thermogénique,
UCP1, PRDM16, PGC1-alpha, vous induisez l'expression de la protéine UCP1 et vous induisez la respiration mitochondriale en CIARS, donc quelque chose d'assez cohérent. Donc pour conclure, je pense que les données cliniques et les données ex vivo suggèrent un rôle délétère de ce fameux tissu adipeux épicardique sur les fonctions myocardiques, que de façon reproductible, à l'exception d'une étude, les inhibiteurs de GLT2 réduisent de façon donc reproductible, je l'ai dit, le volume et l'épaisseur ou l'épaisseur du tissu adipeux, en corrélation avec l'amélioration des paramètres fonctionnels cardiaques. Les données in vivo et les données ex vivo suggèrent que ça passerait peut-être par des actions anti-inflammatoires, par une action possible aussi sur la thermogénèse ou le browning de ce tissu adipeux épicardique, et éventuellement par un effet indirect du sécrétome de ces adipeucytes du tissu adipeux épicardique sur les fonctions endothéliales. Mais pour le moment, à ma connaissance, sans démonstration directe de l'implication du tissu adipeux épicardique, il faudrait imaginer un modèle où vous avez une ablation sélective du tissu adipeux épicardique, vous avez des modèles de coronoropathie, de fibrillation auriculaire, d'insuffisance cardiaque, et montrer qu'en absence ou présence du tissu adipeux épicardique, la réponse aux inhibiteurs de GLT2 peut varier. Et puis, dernière chose, comme ça a été montré par cette étude ex vivo, que sans doute, il y a une variabilité interindividuelle dans la réponse sur le volume du tissu adipeux épicardique et les répercussions fonctionnelles que ça pourrait avoir, et peut-être lié à un niveau d'expression du SGLT2. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno pour cette belle revue. Donc on a le temps pour une ou deux questions et réponses courtes. Vas-y Samy. Merci Bruno, c'était vraiment très intéressant. J'ai deux questions. La première, c'est que est-ce que tu as des arguments pour penser que la modification du tissu adipeux se fait en fonction de la glycosurie? Et la deuxième question, c'est de savoir, tu nous as montré les liens en disant, bon, au fond, le tissu viscéral, il n'est pas corrélé à l'IMC. Ça, c'est super connu. Mais pour autant, est-ce qu'il y a la même façon d'avoir des tissus adipeux ectopiques ou viscéraux? Autrement dit, est-ce qu'il y a une vraie spécificité du tissu adipeux cardiaque par rapport aux autres tissus adipeux profonds? Moi, mon sentiment, c'est la chose suivante, et qui est soulignée, mais à peine effleurée, dans quelques papiers originaux ou de revues, c'est qu'on a vraisemblablement un tissu adipeux d'une plasticité beaucoup plus évolutive que les autres tissus adipeux, y compris le tissu adipeux viscéral. Qu'on a un tissu qui est extrêmement vascularisé, hein, vous avez vu un petit peu son irrigation par les branches des coronaires et les capillaires qui dérivent des coronaires, et on a l'impression que c'est un tissu extrêmement plastique. Quand vous avez vu ces études où je vous ai montré la réduction du volume du tissu adipeux épicardique versus l'adiposité dans son ensemble, où ça varie beaucoup, beaucoup plus. Mais attendez, hein, c'est des études de 3 mois ou 6 mois. Donc c'est des choses qui vont extrêmement vite. Rien ne prouve que sur le long terme, vous n'avez pas, effectivement, vous n'atteignez pas un plateau pour ce tissu et la variation de volume de ce tissu adipeux épicardique, et que le plateau pour les autres dépôts adipeux, vous ne l'atteindriez pas beaucoup plus tard. C'est quand même une réserve énergétique bien moindre, et puis avec à côté un myocarde qui a besoin de ça, qui a besoin de l'énergie procurée par les acides gras. Donc à mon avis, c'est un tissu d'une plasticité, d'un turnover beaucoup plus rapide que d'autres tissus adipeux, y compris que le tissu adipeux, par exemple mésentérique, un tissu viscéral classique. Donc je pense, si tu veux, la cinétique d'analyse fait que ça dissocie beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça dissocierait autant si on étudiait sur le beaucoup plus long terme. Première remarque. Pour répondre à ta première question, je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais vu ce type d'analyse-là. C'est effectivement, est-ce que le bénéfice serait lié à l'importance de la fuite urinaire et de la déperdition de glucose que l'on a? C'est une possibilité, hein. Tu sais bien, effectivement, le glucose, ça va être quand même une matière première pour faire des triglycérides dans un adipocyte. Donc je pense que ce serait intéressant de regarder ça. Je n'ai pas souvenir que ça a été étudié de manière, tu vois, cette corrélation-là a été étudiée. Bon, je propose qu'on... pardon, vas-y. Merci Bruno pour la présentation. J'ai souvenir qu'il y avait un lien entre le tissu adipeux épicardique et la stéatose hépatique, ou le contenu en gras du foie. Est-ce que dans les études sous SGLT2, ils ont regardé justement cette association foie-tissu adipeux épicardique? Celle qui a été faite, la seule qui l'a faite à ma connaissance, dans ce que j'ai lu, parce qu'il n'y a pas 36 000 papiers quand même, c'est celui de Bénédicte. C'est celui de Bénédicte, hein, qui montre clairement, que ce soit dans son modèle murin, mais également, tu l'as vu, dans l'espèce humaine, alors qu'on a un effet de déplétion du gras dans le foie, très très clair, et rapide, vous avez vu, hein, parce que c'est du 3 mois, ils ne l'ont pas vu sur les tissus adipeux épicardiques. Est-ce qu'effectivement, on se retrouve pour le gras hépatique avec quelque chose
soit on a vraiment une bien meilleure efficacité intrinsèque sur les dépôts graisseux, les dépôts lipidiques hépatiques, parce que le mécanisme par lequel les GLT2 agissent sur le foie est beaucoup plus efficient, ou bien est-ce que c'est encore plus rapide les phénomènes qui surviennent au niveau hépatique, voilà. Alors pour montrer est-ce que c'est corrélé, ce n'était pas directement corrélé, donc je ne peux pas dire qu'effectivement il y a une association dans les effets. Mais là, c'était encore plus rapide. Enfin, en tout cas, c'était dissocié. Est-ce que ça va plus vite? Je ne sais pas. Merci Bruno. Merci Sophie. Merci. Merci encore pour cette belle présentation.